Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au 12e Forum Gaïdar. Aujourd'hui, notre forum est consacré à l'avenir des universités après la pandémie. Nous avons invité les personnalités qui ont été présentées tout à l'heure. Vous l'avez vu à votre écran. Avec Emmanuel Trick, nous sommes co-modérateurs de notre session et nous voudrions parler de quelques sujets et nous allons poser quelques questions à nos invités. Parmi ces personnalités, de nombreuses personnes ont été présentes au conseil des recteurs et présidents de l'Université franco-russe. Ce sont nos collègues que nous connaissons très bien. L'Université franco-russe comprend des meilleures universités russes et françaises. Il y a d'autres bonnes universités qui ne font partie de cette université, mais quand même, ce sont de très bonnes universités. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler des événements de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé d'inédit dans l'histoire de l'humanité et pourquoi c'est très important, pourquoi il faut dresser le bilan de l'année dernière? Et bien sûr, les pandémies, c'est pas pour la première fois que ça arrive. Il y avait des pandémies qui ont emporté des millions de vies, ont dévasté des villes européennes. Mais 1918, par exemple, qui est connu par l'épidémie de la grippe, qui a coûté environ 20 millions, peut-être une centaine de millions de vies. Mais il y avait d'autres épidémies, par exemple, des variantes de grippe dans la région asiatique. Mais le nombre de victimes de l'année dernière est évalué à 2 millions de personnes. Comment la société a réagi? Nous voyons que pour la première fois, les États, ensemble, ont pris des mesures assez strictes. Ils ont sacrifié leur développement économique pour sauver des vies et cela a eu de l'impact sur la vie universitaire, bien sûr. Et justement, nous avons posé des questions à nos invités. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans le monde universitaire? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Nous sommes des universités qui ont été obligées de modifier leur cursus. Ce n'était pas présidentiel, mais c'était à distance. Mais à distance, c'est aussi en temps réel. Mais il y a beaucoup de changements par rapport à la réaction d'autres universités qui n'ont pas ce niveau de développement numérique, qui n'ont pas l'expérience de l'enseignement à distance. Et ils ont adopté un autre format, mais cela ne concerne pas notre université. Par exemple, notre Académie russe du commerce extérieur a respecter tout l'agenda et tout le timing des cours. Cela concernait 90%. Mais qu'est-ce qui va changer après la pandémie? Est-ce que nous allons maintenir cet enseignement à distance ou bien ça sera une formation mixte? Je donne la parole maintenant à Emmanuel Trick, vice-président de l'Université Côte d'Azur. À vous la parole, Monsieur Trick, pour poser la première question. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction qui, effectivement, a amené toutes les universités à se positionner et à réagir rapidement. Alors, c'est vrai que le monde universitaire, le monde académique a l'habitude d'être déstabilisé puisque à travers les actions de recherche et de formation, mais surtout de recherche. Необходимо было
connu et on est amené à réagir plus ou moins rapidement. Et cette pandémie, par contre, a provoqué effectivement une sorte de séisme sur lequel il a fallu réagir le plus vite avec des secousses. On le voit, plusieurs cycles d'expression importante de l'épidémie que nous connaissons à l'heure actuelle, et fait que nos universités, effectivement, se sont trouvées en difficulté, mais ont dû réagir, et je pense qu'elles ont su le faire. Alors, notre première question, effectivement, c'est que nous allons poser à certains de nos speakers, c'est qu'est-ce qui a finalement été le plus difficile pour votre université et plus largement, éventuellement, avec d'autres universités, parce que la mise en réseau a été importante pendant cette pandémie. Comment avez-vous réagi et comment vous avez lutté finalement pour sortir de cette difficulté, sachant qu'on y est encore? Alors, je vais d'abord, 4 personnes vont intervenir. D'abord, Delphine Manceau, qui est directrice donc, de Neoma Business School. Ensuite, je donnerai la parole à Karine Samuel, qui est la vice-présidente du rayonnement international Université Grenoble-Alpes. Ensuite, à Patrice Oudaillé, qui est donc le vice-directeur de Schema Business School. Et enfin, à Vladimir Vassiljev, excusez-moi de la prononciation, qui est recteur de l'université d'ITMO. Voilà, Delphine, alors chacun vous demande effectivement en 3, 4, 5 minutes grand maximum de donner votre sentiment sur donc, cette première question, sur quel a été pour vous le moment la difficulté majeure au sein de votre organisme face à cette pandémie. Delphine. Merci à tous les deux pour cette conférence à distance, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'échanger entre nous aujourd'hui sur les premiers bilans que nous pouvons tirer des 10 derniers mois. En tout cas, moi, ce qui a été le plus difficile, je pense, pour Neoma Business School, et si j'en juge aussi par des échanges que j'ai eus avec mes collègues, deans et présidents d'autres institutions académiques, c'est de continuer à travailler sur nos projets stratégiques tout en travaillant quasiment au quotidien sur l'adaptation opérationnelle à la pandémie. Je crois que ce qui a été difficile, c'est de maintenir le cap, maintenir une vision de moyen terme, continuer nos projets d'innovation, alors que nous étions quand même très absorbés, et nous le sommes encore au quotidien, par la réactivité, par le management de l'incertitude. On enseigne le management de l'incertitude dans nos institutions depuis des années, mais je crois qu'on ne l'avait jamais vécu de manière aussi intense. Et donc, à la fois garder une vision stratégique, continuer les projets et ne pas être absorbé par l'opérationnel au quotidien. C'est un dilemme qu'on vit tous en tant que dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur, mais je crois que ça a pris encore plus d'ampleur et d'intensité. Alors, je pourrais aussi vous parler de l'autre point qui a été difficile, c'est de tenir dans la durée sur l'enseignement à distance, le lien à distance avec nos étudiants. C'est vrai que finalement, ça s'est assez bien passé en mars dernier, quand nous avons été complètement confinés, que nous avons basculé à distance en une semaine. Ça a été dur, mais je pense que tout le monde a serré les coudes et y est arrivé. Par contre, on voit là, 10 mois plus tard, que le faire dans la durée avec des stop and go, retour du présentiel, dès qu'on le peut, bascule à distance, dès qu'on est reconfiné, ça dans la durée, dans le lien avec les étudiants, dans le lien entre les professeurs, dans les activités de recherche collaboratives, ça, on voit que c'est plus compliqué là aussi sur le moyen terme. Merci beaucoup. Je propose qu'on laisse intervenir nos différents speakers, éventuellement peut-être une ou deux questions après. Donc, je laisse la parole maintenant à Karine Samuel, vice-présidente des relations internationales de l'Université Grenoble-Alpes. Merci Emmanuel, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et de représenter mon université. Et donc, ce qui a été le plus difficile pour notre université, alors notre université, il faut savoir que l'Université Grenoble-Alpes a subi plusieurs transformations depuis quelques années, plusieurs fusions, puisque nous sommes maintenant un seul établissement, et cela depuis le 1er janvier 2020. Donc, la nouvelle équipe s'est mise en place tout début janvier 2020. Moi, j'ai été nommée le 23 janvier. Et donc, voilà, nous devions mettre en place une nouvelle structure et nous avons dû mettre en place notre nouvelle structure en étant confinés et en travaillant à distance. Donc, heureusement que l'équipe en place
avait beaucoup travaillé son projet avant d'être élu et avant de prendre la direction de l'université parce que il nous a fallu vraiment beaucoup d'abnégation pour pouvoir continuer à travailler ensemble et à mettre en place ce nouveau projet pour l'université qui est un établissement expérimental. Donc, de travailler ensemble. Nous avons une grosse université, 60 000 étudiants, dont à peu près 8 à 9 000 étudiants internationaux. Donc ça a été vraiment quelque chose de compliqué, effectivement devoir s'adapter. L'autre chose qui évidemment est compliquée, et l'est toujours, puisque nous ne sommes pas sortis de cette crise sanitaire, c'est évidemment maintenir le lien social et la problématique, là, elle devient vraiment très, très urgente. Je pense que notre ministre, ce soir, va s'exprimer auprès du Premier ministre sur ce sujet, parce que au bout de 10 mois, comme l'a dit Delphine, au bout de 10 mois, les étudiants sont dans une situation de grande souffrance, de perte de lien, alors certes, de lien social, bien sûr, mais aussi de lien avec leurs enseignants. C'est extrêmement difficile de maintenir ce lien à travers un écran, à travers souvent des écrans noirs parce que les étudiants coupent leur caméra, donc même l'enseignant ne les voit pas. Eux, ils nous voient, mais enfin, voilà, on ne peut pas considérer que c'est suffisant en termes de relations pour faire passer. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour faire un bilan. Nous ne savons pas les impacts qu'aura cette pandémie sur les apprentissages, mais très fortement possiblement, il y aura des impacts. Et il faudra qu'on ajuste, évidemment, dès lors qu'on reprendra du présentiel avec peut-être d'autres dispositifs pour récupérer justement ce qu'on aura manqué pendant ces mois. Merci Karine. Et c'est vrai que ce lien social, cette connexion avec les étudiants est fondamentale et voire très difficile à maintenir, mais aussi avec le personnel qui lui-même, je dirais, est dans une fatigue, en fait. C'est vrai, complètement. Tout à fait. Maintenant, je passe la parole à Patrice Oudaillé, vice-directeur de Schema Business School. Merci, et comme mes collègues, je vous remercie pour cette invitation. C'est vrai que c'est un moment important pour nous aussi de réfléchir et de faire un point sur ce qui s'est passé. D'une façon, j'allais dire, un peu triste, cette semaine est le premier anniversaire pour Schema de la découverte de ce Covid-19, de ce coronavirus à l'époque, parce que, comme vous le savez, Schema a plusieurs campus à l'international, dont un campus en Chine, et c'est lors de la deuxième semaine du mois de janvier que nos collègues en Chine nous ont informés de ce qui, à l'époque, était appelé un coronavirus. Et très honnêtement, pour nous, la première difficulté, en répondant à la question, et j'espère de manière pas trop longue, a été de comprendre l'ampleur de ce coronavirus. C'est vrai que, vu de France, le fait qu'il y ait un virus qui se développe en Chine n'était pas forcément pour nous, évidemment, perçu comme une future pandémie mondiale. Donc, le premier point était de comprendre assez rapidement l'ampleur et de s'appliquer à nous-mêmes, comme le disait Delphine Manceau, la gestion de crise. Et donc, nous avons été, le premier enjeu a été sur les 4 continents où nous sommes présents. Nous avons déclenché une cellule de gestion de crise qui s'est réunie tous les jours, évidemment en fonction des fuseaux horaires, Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique, pour pouvoir permettre à chacun de comprendre l'ampleur. Donc, le premier point pour nous a été d'anticiper, en tous les cas de suivre la diffusion de cette pandémie et d'apprendre immédiatement la façon dont on devait réagir par rapport à cette pandémie. Pour donner un exemple très concret, la bascule entre des cours en face à face et des cours en distanciel en Chine nous a pris 2 semaines. En Europe, en France, cela nous a pris 1 journée. Du jour au lendemain, nous avons basculé l'ensemble de nos cours parce qu'on avait eu cette capitalisation sur l'expérience de nos collègues chinois. Donc ça a été le premier enjeu, c'est cette compréhension, cette réactivité extrêmement rapide. La deuxième difficulté a été la profonde transformation pédagogique
pour nos enseignants-chercheurs, pour nos personnels, mais aussi pour nos étudiants. Le fait de basculer du présentiel au distanciel, puis ensuite à un modèle hybride où nos étudiants venaient à 50% en salle de cours et alternaient présence en face à face et présence en distanciel, a profondément modifié la façon de générer, de réaliser la relation entre enseignants et étudiants. Et on a tous communément l'habitude de dire que nous avons en quelques mois pu accélérer les transformations pédagogiques que nous envisagions et que nous avions déjà déclenchées depuis assez longtemps. Mais globalement, dans le corps professoral, à Schema en tous les cas, on avait 20% de professeurs qui étaient très avancés, 60% qui étaient un peu en attente et 20% qui étaient très en attente, en questionnement par rapport à ces approches distancielles ou hybrides. Donc, la difficulté était de transformer tout très vite. Et pour donner un exemple aussi très concret, pour accompagner nos professeurs, nous avons réalisé plusieurs milliers de cours pour leur permettre d'appréhender non seulement les outils technologiques, mais aussi la façon d'interagir. Donc ça a été un point important. Et bien sûr, pour nous, il nous a fallu, comme toutes les écoles, décider des investissements, pratiquement à hauteur de plusieurs millions d'euros, pour transformer les salles de cours de nos 7 campus dans le monde. Et dernier point, pour conclure, et c'est en lien, je crois, aussi avec ce que disait Delphine Monceau tout à l'heure, la mise en œuvre stratégique pour nous a été très illustrative. C'est que nous avons annoncé notre nouveau plan stratégique Sky 25 en janvier 2020, quasiment au début de la pandémie. Et donc, la mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique nous a demandé des efforts très importants, mais aussi, et ce sera le dernier point en conclusion, le fait de garantir la promesse que nous avions délivrée à nos étudiants lorsqu'ils nous ont rejoints, parfois avant la pandémie. Pour vous donner un exemple, ce semestre, nous allons avoir 1000 de nos étudiants qui seront sur nos campus américains, brésiliens et sud-africains. Parce que dans ces pays, les visas longs étudiants ont été maintenus. Comme nous avons nos propres campus, nous avons garanti l'ouverture de ces campus, contrairement parfois à certains de nos partenaires académiques. Et cela fait donc que le modèle, les éléments de différenciation de l'école ont été maintenus, je ne vais pas dire renforcés, mais maintenus par rapport à ce que l'on souhaite offrir à nos étudiants. Donc ça a été une transformation complète et pas simplement de la pédagogie d'une école comme CIMAR, mais aussi, j'en suis persuadé, de toutes les institutions qui sont présentes aujourd'hui. Merci Patrice pour ce retour d'expérience très intéressant. Effectivement, cette profonde transformation du système académique français, mais je pense aussi international, même si on entendait déjà parler des MOOC, etc. Mais ça a été un accélérateur de cette transformation que nous espérions tous, mais que nous avions du mal à mettre en place finalement. Je passe maintenant la parole au recteur de l'Université IMO, Monsieur Vassiljev. Chers collègues, techniquement, technologiquement, nous avons été plus ou moins prêts parce qu'en 2015 encore, nous avons décidé de passer à un mode mixte, présentiel-distanciel. Donc technologiquement, pour nous, c'était un peu plus facile que pour les autres, sauf bien sûr le travail avec des expérimentations, avec du matériel pour la physique, pour la chimie. Là, les équipes, bien sûr, devaient être présentes plutôt. C'était un peu difficile là, au distanciel. La chose à laquelle nous n'avons pas été prêts, par contre, c'est le grand décalage social, mental aussi, entre les étudiants, entre les enseignants, à l'intérieur de ces groupes ou encore entre les professeurs et les étudiants. En septembre, lorsque les universités se sont déconfinées, on est revenu dans les salles pour quelques semaines. Nous avons constaté que les étudiants venaient à 100% pour les travaux de laboratoire, parce que les étudiants ont compris que ça leur manquait, cette ambiance de l'université.
C'est effectivement un problème que nous avons constaté. Les travaux de laboratoire, c'est difficile. Écoutez, on peut, comment dirais-je, remédier à des problèmes mentaux, de mentalité, des problèmes de compétences, mais disons que pour les premières années surtout, hein, c'est difficile parce qu'il faut leur apprendre à travailler, il faut bien sûr avoir recours aux psychologues, aux anthropologues, aux sociologues pour pouvoir trouver les services et les instruments qui pourraient, dans le cas de reconfinement, nous aider à continuer à travailler, parce que cette rupture entre l'étudiant et son université, mentale, psychologique et physique, c'est un problème beaucoup plus profond qu'on ne pense. Je pense que sur l'année 2021, on travaillera sur cela. Merci. Pour votre intervention. Donc c'est vrai qu'en quelques mots, si je peux résumer, et après je laisserai la parole donc à Sergueï pour la deuxième partie, finalement c'est garder la ligne stratégique que chaque université avait souhaité développer, mais avec la difficulté de cette rupture qu'a provoqué la pandémie par rapport à la manière d'enseigner et puis par rapport au lien social avec les étudiants, mais aussi avec le personnel. Et donc cette double difficulté, finalement, a été, si j'ai bien compris, une des principales difficultés, tout en amenant les uns et les autres à se reposer la question sur comment enseigner, qu'est-ce que enseigner et comment vivre au sein de l'université tout en étant à distance. Et ceci à l'échelle globale, finalement, à l'échelle planétaire, parce que nous sommes tous effectivement dans des réseaux plus ou moins diversifiés, mais c'est vrai que c'était une grande difficulté de mener à bien un tel projet devant une telle difficulté. Voilà, on viendra peut-être après, plus tard là-dessus, et peut-être sur des questions plus tard, mais le temps tourne, et donc je laisse la question, la parole à Sergueï Sinelnikov-Mourelev. Спасибо, Эммануэль. Переходим к второму блоку вопросов. Мы сейчас хотели бы обсудить... Merci. Deuxième série de questions. Essayons de voir quels sont les enseignements à retenir de cette période de pandémie qui dure, parce que nous avons déjà vécu un grand tronçon de temps en cas de pandémie. Quels sont les enseignements à retenir? Quels sont les résultats de notre réflexion? En tant que recteur de l'Académie russe du commerce extérieur, je constate que l'une des conclusions qu'on peut tirer, l'équipe des administrateurs, l'équipe des enseignants doit être fortement soudée. Une équipe soudée, c'est une condition sine qua non pour organiser un travail à distance. Ensuite, les technologies avancées. Parce que si on n'avait pas investi dans les cours en ligne, technologies à distance, etc., nous n'aurions pas pu passer à cette nouvelle méthode, ce nouveau mode. Et pourtant, nous avons pu organiser, nous avons passé à ce nouveau mode, nous avons organisé des examens de sortie, l'accueil de nouveaux étudiants, les inscriptions, parce qu'on avait réussi à constituer une certaine réserve institutionnelle, numérique, mais aussi humaine. Ce sont des enseignements à retenir pour le futur. Il faut y penser. Je voudrais donner la parole à M. Vladimir Mahou, recteur de la RANEPA. Merci. Merci, chers collègues. Effectivement, quels sont les enseignements à retenir? Je pense qu'ils sont à peu près les mêmes. Nous l'avons déjà discuté. D'abord, il faut développer le milieu numérique à l'université. Le recteur Vladimir Vassiliev nous en a parlé. Mais on sait que l'université ITMO, c'est un peu la grande université du numérique en Russie. Certains ont dit
que tout va changer. Vous savez, il y a 40 ans, il y avait des gens qui disaient la télévision va remplacer le théâtre et le cinéma. Mais on voit que ce n'est pas vrai. Alors, l'enseignement à retenir, c'est que le numérique, c'est important, mais c'est aussi très différent. Parce que le distanciel dans le temps réel, les MOOC, les cours de masse, c'est différent. Et puis, vous savez, un grand poète russe, Mayakovsky, il a dit, en paraphrasant sa poésie, je peux dire, il faut beaucoup de technologies, qu'elles soient différentes et bonnes. Voilà. Ensuite, deuxième conclusion, c'est le développement des réseaux universitaires. L'enseignement de l'éducation de la science russe nous indique la nécessité de développer ces réseaux universitaires qui s'est avéré particulièrement un instrument particulièrement puissant dans le cadre de cette pandémie. Nous développons ce projet depuis 2015 et finalement, aujourd'hui, on peut constater que nous avons bien compris la tendance de l'époque. Ça s'est avéré lors de la pandémie. L'année dernière, à ce forum, si nous disions que nos partenaires français soient capables de le faire, je crois qu'on pourrait dire que l'enseignement à distance, c'est quelque chose d'inédit. Par exemple, l'année dernière, les collègues français ne pouvaient être à distance puisque un dialogue à distance, c'était quelque chose d'impoli. Maintenant, c'est une chose assez habituelle. Encore deux questions. L'enseignement à distance va exiger la formation continue du corps enseignant et cette formation continue va se faire à distance et encore un enseignement pour continuer dans la logique des idées. Il y aura le regain de la concurrence, non pas entre la concurrence entre les universités. Par exemple, au niveau de la traduction simultanée, peut-être nous n'aurons pas besoin d'une personne humaine, ça sera traduit par une machine, mais ça sera une concurrence donc avec les autres moyens techniques. Par exemple, l'humain va être en compétition avec les moyens techniques et les universités seront en compétition avec les autres institutions techniques. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Vladimir Filipov, le président de la RUDN. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Mais bien sûr, nous n'allons pas être de retour après la pandémie telle que nous étions avant la pandémie. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que nous allons tirer comme enseignement de cette époque-là, pandémique? Bien sûr, maintenant, on en parle beaucoup. Notre forum d'aujourd'hui se tient en parallèle avec la réunion du comité chargé de l'enseignement de l'UNESCO qui parle des problèmes d'enseignement en Afrique, par exemple. Mais concernant notre monde universitaire, je voudrais souligner quelques aspects qui nous paraissent des grands enseignements de cette époque pandémique. D'un côté, nous représentons des universités très différentes. Bien sûr, nous accueillons par exemple des étudiants étrangers. Dans notre université, il y a 30 000 étudiants et parmi ces 30 000, 10 000 ce sont des étudiants étrangers et 10 000 ce sont des étudiants qui viennent des régions de Russie. Et donc, cela nécessite donc d'un travail particulier. Bien sûr, les étudiants
qui viennent d'autres pays ont besoin d'être soutenus, mais nous avons 10 000 étudiants qui sont des habitants de Moscou et des 10 000 étudiants qui viennent des régions russes, et ça pose des problèmes. Bien sûr, 10 000 sont partis, mais 10 000 restent. Ils sont toujours dans les foyers des étudiants. Et nous sommes obligés donc de réagir. Nous avons besoin donc d'analyser ces enseignements. Par exemple, toujours poser la question aux étudiants sur la qualité de l'enseignement. Comment vous vivez cet enseignement? Est-ce que vous êtes satisfait? Il faut soutenir également les étudiants qui éprouvent des difficultés. Ce sont, par exemple, des difficultés techniques, par exemple, la qualité de l'Internet, et j'en passe. Mais il faut travailler avec les étudiants en dehors des cours, ce que nous appelons une éducation en Russie, c'est-à-dire maintenir ces liens sociaux en dehors des cours, par exemple, leur donner la possibilité de pratiquer le sport et aussi à proposer des différents projets aux étudiants, comme par exemple des projets de bénévolat. Et nos étudiants y participent de façon active. Et aussi, les étudiants doivent participer à la vie universitaire. Ils ont besoin d'obtenir une information complète. Il faut qu'ils aient le sentiment que l'université continue à fonctionner, et donc la mission de l'administration, c'est d'organiser toutes sortes d'événements, de réunions, de forums, y compris au moyen de distance. Et chaque événement que nous organisons maintenant et après la pandémie sera complété par la présence des participants à distance. Et il s'agirait des milliers de personnes qui pourraient participer à ces événements, et c'est très bien. C'est notre expérience positive durant cette pandémie, et justement, il faut organiser ces forums, et d'ici septembre cette année, on va revenir, je crois, Karine Semuel parlait de ce problème des étudiants étrangers. Bien sûr, nous avons aussi ce problème des étudiants d'autres pays, mais nous espérons qu'au mois de septembre de cette année, ces étudiants vont revenir dans notre université. Merci. Je donne la parole à Mikhail Strikhanov, l'université MEFI. Est-ce que j'ai déjà la parole? Je ne vous entends pas. J'entends rien. Oui, oui, vous avez la parole, vous pouvez parler. Chers collègues, bonjour. Je pense que si on parle des enseignements, on peut utiliser le langage des étudiants et dire que nous sommes à la case départ. Bien sûr, ce n'était qu'une initiation l'année dernière, mais nous entamons une autre étape difficile, et pour le moment, nous n'avons pas tenu notre examen. C'est tout à fait nouveau pour nous. Cette formation hybride, c'est le terme que nous utilisons maintenant. C'est la combinaison correcte du présentiel et du distanciel. Et il faut rechercher cet équilibre entre la distance et le réel. C'est très difficile, c'est très diversifié, et cela dépend de chaque filière, les sciences sociales, les mathématiques, j'en passe.
Et je pense que l'enseignement dans le domaine des sciences sociales sera plutôt à distance, mais pour les matières techniques, il y a toutes sortes de restrictions qui ne permettent pas de le faire à distance à 100%. Ce sont des travaux en laboratoire, ce sont des travaux pratiques. C'est le travail avec nos employeurs, qui sont des entreprises de haute technologie. Toutes sortes de questions qui demandent leur solution dans l'avenir. Mais je pense quand même, chers collègues, qu'il faut examiner notre monde universitaire en tant qu'une partie, un volet des transformations qui s'opèrent dans le monde. Et ces transformations vont concerner nous tous. Et ce moyen de virtualisation du monde contemporain, c'est un grand problème pour nous tous. Et il faut toujours rechercher l'équilibre là-dessus. Sans faute de cet équilibre, on va vivre dans un monde virtuel qui sera exempt de nos principes et serait pénible pour notre santé, pour notre mental. Deux exemples, par exemple, prenons le cinéma interactif qui prévoit la participation des spectateurs à ce film avec les comédiens. Cela concerne également le monde universitaire. Quand un enseignant et un étudiant vont interagir d'une autre façon, et ce sont des aspects qui ne sont pas des aspects technologiques que nous comprenons bien. Ces aspects-là demandent notre analyse, ce qui a été mentionné par nos collègues, le recteur Vassiliev, le recteur Mao et le recteur Philippov. Si je parle des difficultés à surmonter, je voudrais mentionner d'abord les problèmes techniques. C'est l'utilisation de l'équipement qui nous permettent de parler dans ce monde virtuel. Tout ce que nous utilisons maintenant quand nous dispensons l'information technique. Ce sont aussi des moyens techniques qui nous permettent d'identifier nos étudiants. C'est aussi le contrôle des connaissances, le niveau des connaissances des étudiants, puisque pour le moment, nous ne sommes pas certains que cet enseignement à distance nous permette d'obtenir la qualité. Deuxième aspect, c'est le niveau de formation des enseignants et des étudiants. Pour ça, il nous faut des moyens pour adapter les enseignants qui ont déjà un certain âge à ces technologies numériques, puisque cela est obligatoire actuellement. Mais il n'y a pas de mal sans des choses qui sont bien. Nous pouvons utiliser les savoir-faire des jeunes enseignants qui pourraient aider les enseignants âgés dans le domaine technique. Troisième aspect, ce sont des problèmes psychologiques, bien sûr, qui ont été mentionnés déjà aujourd'hui. C'est un sujet à part. Mais bien sûr, beaucoup de personnes, d'étudiants étrangers surtout, nous disent qu'il y a des problèmes psychologiques, mais il y a aussi une barrière de langue. Et dans ce sens, le maintien des liens sociaux, c'est très important pour les étudiants, surtout dans ce contexte de formation hybride. Et l'aspect dernier, ce sont les difficultés dans le domaine de la coopération internationale. Par exemple, nous le voyons très bien dans le cadre de la coopération franco-russe. Nous serons obligés d'adopter aussi nos démarches pour résoudre ces problèmes globaux. La coopération internationale, c'est très important pour nous tous. Merci.
Merci beaucoup. Передаю слово. Je donne la parole à Delphine Manson. Delphine, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Alors, moi, je voulais, sur les leçons qu'on a tirées de la pandémie, d'abord, je voudrais dire qu'on a vécu, c'est bon, est-ce que vous m'entendez peut-être? Et nos amis russes m'entendent aussi traduite en russe, oui? Bon, donc je voulais quand même rappeler que finalement, on a fait en 10 mois ce qu'on n'avait pas fait en 10 ans en matière de numérique. Je crois qu'on parle d'apprentissage, on parle de leçons tirées, on salue la capacité d'apprentissage de nos étudiants et de nos enseignants. Et je crois que c'est vraiment important de dire que même au niveau de nos organisations, je pense qu'on a réussi une prouesse. On a appris énormément. Probablement, on n'a pas fini d'en tirer les leçons. Et en plus, je trouve que ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a été dans une période d'apprentissage où on pouvait un peu tout se permettre. Parce que finalement, on a beaucoup d'enseignants qui hésitaient à passer au online parce qu'ils avaient peur que ce soit moins bien que le présentiel, ils avaient un peu peur que ce soit une expérience dégradée. Là, comme on n'avait pas le choix, on pouvait tout essayer. Donc, je pense que ça a été aussi une période d'apprentissage très intéressante parce qu'on pouvait tout se permettre. Les étudiants étaient beaucoup plus tolérants qu'en temps normal puisque nous tous, il fallait le faire sans trop avoir le choix. Et ça, je pense que ça a été très intéressant parce que ça nous a permis d'expérimenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé expérimenter de peur que ça soit moins bien. Mais au contraire, on a vraiment été dans une approche un peu test and learn en permanence en pouvant essayer des choses qui étaient un petit peu incertaines. Alors moi, j'ai retenu 3 leçons en matière de digital de cette période. La première leçon, dont on avait probablement tous conscience, mais pas forcément de manière aussi claire, c'est la diversité de l'enseignement virtuel et online. Avant, vous le disiez, mes interlocuteurs précédents l'ont dit, on était beaucoup centré sur les MOOC, c'est-à-dire sur le online asynchrone. Où finalement l'étudiant suit son parcours un peu en autonomie, à des moments d'échange avec ses professeurs, mais finalement il est principalement seul face à l'outil. On a découvert, et on est en train de le vivre en temps réel, le online synchrone avec Zoom, et on a vu que dans certains usages c'était très intéressant parce qu'on pouvait être à distance mais en direct et avec des interactions complètement en direct. Et puis, nous, à Neoma, on a développé un autre type de online, le campus virtuel persistant. Donc, on a été la première business school et la première, je crois, institution d'enseignement supérieur en Europe à développer un campus virtuel. Et le grand avantage du campus virtuel, c'est que ça permet aussi les rencontres imprévues, la sérendipité. Finalement, on est comme sur un vrai campus. On y va et on rencontre des gens qu'on n'avait pas prévu de voir. Alors que sur Zoom, par définition, ou en visioconférence, on est toujours en direct, en contact avec les gens qui ont été invités à la même séance de cours ou à la même réunion ou au même atelier. Donc, moi, mon premier enseignement, c'est que finalement, dans le online, c'est comme dans la pédagogie en présentiel, il y a une grande diversité de pratiques. Et que du coup, dans l'avenir, je pense qu'on va construire nos stratégies numériques en tenant compte de cette grande diversité de pratiques online. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon deuxième enseignement, c'est que je pense qu'on est en train d'analyser les différents types d'apprentissage et de cours, et c'est ce qu'on va faire, je pense, dans les prochains mois, de vraiment décortiquer le type de cours et le type d'enseignement pour lesquels il est indispensable d'être en présentiel, ceux pour lesquels être online ou être à distance, ça fonctionne bien. Parfois même, ça fonctionne mieux que d'être en présentiel parce que ça permet, par exemple, de faire travailler ensemble des étudiants qui sont dans le monde entier et qui, à un moment donné, vont pouvoir échanger. On va vraiment aboutir, je pense, à des typologies selon le type de cours, le type d'apprentissage qu'on attend. Est-ce qu'on est plutôt dans la mémorisation? Est-ce qu'on est dans le savoir-être, etc. Et bien sûr, le type de matière, peut-être qu'en économie, ça va être différent des cours de ressources humaines ou des cours où on apprend davantage à négocier, par exemple. Donc, je pense qu'on va aboutir vraiment à une typologie des meilleures pratiques présentielles, online et différents types de online selon les matières, selon les publics aussi. On vit bien en ce moment les premières années, plus ils sont jeunes, plus ils ont besoin d'interaction et de présentiel.
et selon les apprentissages attendus. Et puis, peut-être moi, mon troisième enseignement de cette période, c'est que le online ne concerne pas seulement l'enseignement. Parce qu'on n'a pas seulement basculé nos cours online, mais aussi l'ensemble de nos services aux étudiants. Les services de talent et carrière, les conseils, les entraînements et les conseils pour trouver un stage ou trouver un emploi. Le travail autonome à la bibliothèque. Les conseils qu'on apporte à l'ensemble de nos étudiants. Finalement, l'ensemble de l'expérience étudiant, elle est passée à distance. Et on s'est rendu compte que pour certains éléments, ça fonctionnait assez bien. Donc, je pense que c'est l'ensemble de l'écosystème étudiant. Et je ne parle pas de la recherche, mais ça pourrait être vraiment mon quatrième point. Je pense qu'on a aussi progressé dans la manière de collaborer entre enseignants-chercheurs et entre institutions. Et notre exemple aujourd'hui en est une belle illustration. On voit aussi que les partenariats académiques, les partenariats internationaux, eh bien, il y a une partie qui peut se faire aussi à distance. Et par exemple, dans le cadre de l'université franco-russe, j'imagine qu'on va peut-être avoir des interactions plus fréquentes parce qu'on ne sera pas obligé toujours de se déplacer. Donc, il y aura ce qui se fait en présentiel et il y aura ce qui se fait à distance, mais ça permettra d'échanger de manière peut-être encore plus fréquente et encore plus régulière en associant les deux. Voilà, moi, ce sont les leçons que je tire de la partie online de ces 10 derniers mois. Merci beaucoup. En résumant ce qui a été dit, je me permettrai de dire que la conclusion de cette partie de notre discussion peut être la suivante. Les technologies numériques sont différentes, sont appliquées différemment par les universités différentes pour bien voir, pour bien cerner ce qui doit être conservé, ce qui doit être abandonné dans la période post-pandémie. Il faut analyser et nous allons y consacrer la dernière partie de notre discussion. D'ailleurs, nous avons évoqué ce décalage numérique entre les personnes, entre les pays, entre les différentes couches de population, entre, disons, la ville et les campagnes. Il faut en tenir compte. Je donne la parole à Emmanuel Tric pour modérer la dernière partie de notre discussion parce qu'on veut concrétiser cette problématique également. Merci Sergueï. Alors, effectivement, le temps file, mais c'est un sujet tellement intéressant et je dirais tellement d'actualité que c'est normal qu'on y passe un peu plus de temps que prévu. Et donc, effectivement, la dernière partie que nous avions prévue avec Sergueï, c'est la question de après. Est-ce que, et finalement, nous allons capitaliser sur tout ce que nous avons appris et finalement changer l'université? Est-ce qu'on va être donc sur un nouveau système? Est-ce que les universités vont avoir tendance plutôt à revenir sur l'ancien modèle parce qu'ils ont avec une certaine crainte? Donc, en fait, c'est cette question. Qu'est-ce qu'il y a, vos prévisions pour l'avenir concernant le système académique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va finalement marquer l'essai ou est-ce qu'on va plutôt freiner et revenir à une situation antérieure? Donc, je passe tout d'abord la parole à Karine Samuel, que nous avons déjà entendue tout à l'heure, vice-présidente des relations internationales de l'Université Grenoble-Alpes. Merci Emmanuel. Donc, qu'est-ce que nous allons garder? Donc, je vais rebondir sur les présentations qui ont été faites sur le point précédent. Moi, ce que j'en retire, c'est 3 points. Le premier, c'est le gain en agilité. On est devenu plus agile parce que nous avons dû nous adapter dans des conditions extrêmement très rapidement et nous avons dû changer complètement nos modes d'enseignement, nos modes d'interaction. Et donc ça, on a gagné en agilité. Et je pense que cette agilité, évidemment, c'est quelque chose sur lequel il va falloir capitaliser. Ce qui n'est pas du tout évident pour une grande université comme la nôtre parce que, de fait, c'est un gros paquebot difficile à manœuvrer. Donc, il faut évidemment savoir quels sont les endroits où on va pouvoir gagner cette agilité et pouvoir la maintenir parce que nous en avons besoin. Le deuxième point, en termes de ce que nous allons pouvoir garder, c'est quelque chose qui est très dans l'esprit français, c'est la créativité.
Je pense que nous sommes devenus créatifs tous, quelle que soit notre position dans l'université, que l'on soit chercheur, que l'on soit enseignant, que l'on soit administratif, que l'on soit aux manettes en tant que directeur ou que vice-président, président. Tout le monde a gagné en créativité parce que nous avons dû réinventer les choses. Nous avons dû réinventer nos modes de travail. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous devons garder parce que, quelque part, il y a des choses que nous ferons forcément différemment. Je ne doute pas du fait que dès lors que nous pourrons reprendre une vie normale, nous reprendrons une vie normale et que beaucoup de nos anciennes habitudes vont revenir. On le voit très bien dans l'aéronautique et l'espace aérien asiatique qui a repris pratiquement un trafic normal en termes de circulation des avions en Asie. Et je pense que ça sera évidemment la même chose ailleurs. Donc, nous sommes peut-être devenus plus créatifs et nous allons devoir capitaliser sur cette créativité. Et puis, le troisième point de ce que nous allons garder, je pense que c'est la capacité d'hybrider. C'est-à-dire la capacité à mélanger des modes, ce que nous faisions très mal auparavant, et d'ailleurs ça a été dit par un des collègues russes, c'était plutôt malvenu de se présenter alors à une soutenance de thèse, à une réunion en n'étant pas sur place, en n'ayant pas fait l'effort d'être présent avec les autres personnes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera évidemment beaucoup plus accepté, sans doute, aussi bien donc, dans toutes les activités que nous organisons, et y compris évidemment les enseignements. L'hybridation, c'est aussi quelque chose qui va, à mon sens, toucher énormément les relations internationales. Et c'est quelque chose sur lesquels nous travaillons dès maintenant. C'est-à-dire nous allons évidemment aller vers des modes, mais qui combineront d'ailleurs l'agilité, c'est-à-dire des modes de fonctionnement qui mélangeront les approches, vers des mobilités internationales qui mélangeront le présentiel dans le pays et puis peut-être une partie d'enseignement à distance pour préparer peut-être un certain nombre d'apprentissages avant de vivre l'expérience d'être dans le pays. Ça ne doit pas changer. Je pense que les étudiants doivent continuer à voyager, à bouger. Alors peut-être nous arriverons à des mobilités plus virtuelles sans doute, mais qui doivent rester dans l'interaction avec l'autre et dans la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux pays. Ça, c'est très important. Donc voilà, donc si je résume un petit peu, ce que nous allons garder, enfin, en tout cas, c'est mon souhait et je pense que ça sera le cas, agilité, créativité et capacité à hybrider. Merci Karine, très belle forme de conclusion autour de cette agilité, de la créativité et finalement de l'hybridation, trouver le juste milieu entre des approches. Voilà, et ça c'est une très bonne chose. Alors je passe maintenant la parole à Abdo Malak, qui est conseiller pour la science et la technologie de l'ambassade de France en Russie. D'être là avec vous et même si c'est à distance, de voir les collègues. Comme vous l'avez dit, rares sont ceux qui avaient imaginé comment la pandémie allait avoir un impact, comment elle allait bouleverser notre quotidien. Le docteur Mao l'a signalé. L'année dernière, on était pour la plupart ici en présentiel. On n'imaginait jamais faire un forum comme ça à distance. Mais bon, la pandémie nous a poussé à changer un peu nos méthodes. Et malgré une année assez difficile, nous avons réussi à garder le contact à distance, bien entendu, mais ça nous a permis également de resserrer un peu les liens quand même. Cette pandémie, en quelques semaines, a plongé des millions d'étudiants et des professeurs dans une expérience nouvelle, l'expérience de l'enseignement à distance.
si on prend le côté positif de ça a été un catalyseur pour le système éducatif, pour la transformation digitale. Si on lit parfois, les universités et le système éducatif avaient du mal avec cette transformation digitale. Donc, on voit le côté positif. Ça a été très difficile pour les enseignants, vous l'avez signalé à plusieurs reprises, et pour les étudiants également, de basculer vers un nouveau système. Ils avaient beaucoup de choses à contenir de raison de cette crise, mais ça a permis aux enseignants, malgré le fait que la solution de l'enseignement à distance s'est montrée pas idéale, mais ça a permis aux professeurs de pratiquer, d'expérimenter des nouvelles méthodes d'enseignement hybrides, comme vous les appelez. Donc pour l'après-crise, il est fort probable, bien entendu, que s'installe une complémentarité entre les cours dans les classes et les cours à distance. Cependant, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'enseigner va vous imposer à vous, moi je suis hors du système, d'être innovant et de créer des nouvelles formes d'enseignement qui va au-delà de la transposition d'un ancien modèle sur des écrans. Avant de venir ici, la semaine dernière, j'ai lu un peu ce qui se passait dans le monde autour de ce domaine. Et j'ai vu que les Américains, les Australiens, les Canadiens avaient pratiqué beaucoup de nouvelles méthodes, des cours magistraux qui sont plutôt raccourcis, des travail plus en groupe. Même j'ai entendu, pratiquer par exemple, au sein de l'université franco-russe, des profs français qui répondent à des étudiants russes et ainsi de suite. Effectivement, cette transformation numérique ne doit pas nous pousser à oublier les aspects sociaux et culturels du développement des étudiants qui restent au cœur de ce système éducatif. Ça a été mentionné à plusieurs reprises lors des interventions précédentes. Et on sait bien que ce passage vers le numérique ne peut pas être total, complet, donc il y aura, comme vous l'avez dit, de l'hybride. Donc pour conclure, même si certains de nos contemporains en doutent, la crise de cette pandémie va causer des changements profonds. Le recteur du MEFI a parlé d'un nouvel équilibre à trouver. Moi, à mon avis, ça va être très difficile à trouver, mais dans le monde universitaire, et je vous fais confiance sur ça, ça va être un joli défi à soulever et à remporter. Merci. Спасибо большое. Эммануэль, у нас еще есть выступающие, но, к сожалению, нет времени. Merci beaucoup. Pour le moment, nous avons épuisé, malheureusement, notre agenda et nous devrions terminer. Juste pour conclure, son ressort, c'est qu'il faut utiliser les technologies numériques là où cela est efficace et ne pas utiliser quand cela n'est pas efficace. Et transmettre les connaissances grâce aux technologies numériques, c'est bien, mais il faut également maintenir les liens sociaux. C'est pourquoi nous allons nous adapter, réagir. Emmanuel, peut-être quelques mots pour conclure. C'est clair que cette crise que l'on connaît, cette rupture, finalement, elle nous a déstabilisés. Et comme tout système déstabilisé, il doit retrouver un équilibre. Ça va mettre un certain temps. Mais il est clair que notre force, et on l'a dit plusieurs fois, agilité, créativité, innovation, tout ceci dans un système d'hybridation fait que l'université, le système académique est capable de réagir. Et je pense qu'on a déjà nos solutions, mais faut-il maintenant les appliquer, les développer pleinement. Donc, je pense qu'on est dans un bel avenir en perspective où de nouvelles méthodes vont arriver et où nous allons apprendre à mieux apprendre à nos étudiants notre science.
Voilà, je terminerai par ces quelques mots de mon côté. Спасибо большое всем участникам. На этом мы Завершил. Merci beaucoup à tous les participants. Merci et très bonne journée.